Une heure évidemment à vivre sur le terrain avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Je vais retrouver dans un instant 120 bus affrétés de toute la France, 140 000 personnes, je vous le disais, selon le premier décompte de la NUPES. Ça marche contre la vie chère, l'inaction climatique à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon. Et donc de cette alliance, la NUPES est partie après 15 heures de la place de la Nation, direction Bastille. Un message, l'unité populaire est la solution pour parvenir à un front populaire. Une marche sur fond de grève CGT sur les sites Total. Journée de marche à 2 jours de cette journée interprofessionnelle à l'appel des syndicats, et alors que le gouvernement pourrait ou devrait avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer son budget. Beaucoup de thématiques et ces images, on va débuter avec vous, Antoine Forestier. Vous êtes donc dans ce cortège, mobilisation, en attendant les chiffres définitifs, assez importantes et des revendications assez claires. Oui, je suis avec Rémi et Patrice, qui sont des militants insoumis de l'Orne. Merci de répondre en direct à nos questions. Est-ce que vous êtes déjà satisfait, un mot de la mobilisation? Là, on est à peu près à la moitié du parcours. C'est super, c'est la première fois que je viens à une mobilisation et je vois que des sourires, que des gens qui chantent, qui sont heureux d'être là et d'œuvrer pour ces sujets importants. Donc je suis ravi d'être là. La NUPES annonce 140 000 personnes cet après-midi. C'est un chiffre que vous espériez? Oui, déjà en mars, on s'était réunis pour faire aussi une marche. On avait eu 100 000 personnes, je crois. Donc là, je m'attendais à plus. Ça correspond, en fait, les chiffres. Quelles sont les principales revendications qui ont fait que vous êtes venu ici, que vous êtes déplacé depuis la Normandie jusqu'à la capitale? En fait, c'est tous les soucis, surtout soucis économiques avec l'inflation. Puis après, c'est aussi dénoncer les problèmes écologiques, les inégalités sociales. Qu'est-ce qu'on a encore les problèmes de démocratie aussi, avec la Macronie, c'est difficile de faire passer des lois vraiment qui luttent contre l'inflation, en fait, contre les problèmes écologiques. On a affaire vraiment à un pouvoir qui n'a pas les bonnes solutions, en fait. C'est le néolibéralisme, c'est ça qui nous a amené d'ailleurs à ce choc écologique, ce choc économique, ce choc social aussi, en fait. Ces inégalités, c'est surtout dû à ça, en fait, à ce système-là qu'il faut changer, en fait. Et la Macronie n'est pas prête pour ça. La seule alternative, c'est la NUPES, c'est nous, en fait. Il y a le blocage des prix, il y a également l'augmentation des salaires, c'est ça aussi qui fait que vous êtes là dans la rue aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est super important. Attendez, j'ai une agression de drapeau, donc je te le prête, merci. Pardon. Donc le blocage des prix, c'est super important. On voit, on a la queue pour la banque alimentaire pour les étudiants, les personnes qui n'arrivent pas à payer les factures, et puis maintenant c'est l'essence. Puis alors un coup c'est 2 € le litre, et puis un coup maintenant il n'y en a plus carrément. Avec tout ça, avec la perspective des factures de chômage cet hiver qui font peur à tout le monde parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et on voit que dans les autres pays d'Europe, c'est encore pire. Donc on se dit déjà, nous, c'est insupportable, mais ça pourrait être pire. Enfin, en fait, on a un climat qui est asphyxiant, déjà d'un point de vue économique, mais même en fait, l'ambiance totale dans laquelle on baigne au quotidien est insupportable. Et le gouvernement apporte des réponses qui sont des écrans de fumée la plupart du temps, des actes de communication. Macron est devenu le champion de ce genre d'actes. Les euphémisations, ce n'est pas un échec, nous n'avons pas réussi. C'est tout le temps ça. Alors sûrement, il a de très bons cabinets de conseil en communication, mais ça serait bien qu'il y ait aussi des députés, des lois et des choses qui avancent. Merci beaucoup. Tiens, une dernière question. L'homme qu'on voit là sur la photo juste à côté de vous, c'est toujours l'homme de la situation pour la NUPES malgré l'échec à la présidentielle? Écoutez, oui, moi je trouve, c'est grâce à lui quand même qu'on a fait la France Insoumise, qu'on a fait la NUPES. Sans lui, il n'y aurait pas eu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est la seule alternative pour moi, la NUPES. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. On continue donc cette marche en direction de la place de la Bastille. On a dépassé désormais la moitié du parcours. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve évidemment avec vos invités tout au long de cette émission. Pour en parler évidemment, Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Député NUPES, la France Insoumise de Paris. Eleanor Carrois, bonjour. Député Renaissance des Français établis hors de France. Émilie Zapalski, bonjour. Communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Julien Pouget, bonjour. Chef du département de la conjoncture à l'INSEE à distance. Hakim Bellouz, merci d'être avec nous. Délégué syndical central FO Total Énergie. Et Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux. Je termine les présentations avec Anne-Sora Dubois. Bonjour Anne. Vous m'aviez oublié. Non, je ne vous ai pas oublié, évidemment. Non, je termine avec vous parce que je vais débuter avec vous. On disait que c'était une journée à enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, pour la NUPES. Quels étaient ces enjeux? Quel premier bilan à 17h05 on peut tirer désormais? Alors, plutôt bonne mobilisation, ça c'est sûr. Et l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon et pour la NUPES plus généralement, c'est d'essayer de faire converger 2 agendas. L'agenda politique, puisqu'on a une semaine quand même à haut risque, en tout cas très musclée, qui va s'ouvrir à l'Assemblée, avec la poursuite du vote du budget, vraisemblablement un 49.3. On va juste tempérer un tout petit peu ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Demain. Il disait tout à l'heure, c'est sûr que c'est demain. Selon nos informations, ça ne serait pas demain. Mais c'est aussi on connaît l'orateur Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi pour mobiliser évidemment les gens qui manifestent aujourd'hui. Donc l'agenda politique, on sait ce qui va se passer, s'il y a un 49.3.
Alexis Corbière l'a redit dans le cortège, les oppositions l'ont dit, il y aura une motion de censure. S'il y a une motion de censure, Emmanuel Macron, là c'est lui qui l'a dit, provoquera une dissolution de l'Assemblée nationale. S'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on va avoir un nouveau gouvernement et une nouvelle Assemblée. Voilà pour la partie politique. Et il y a une partie sociale et une partie un peu plus syndicale en tout cas, qui a déjà commencé avec la grève au sein des raffineries, qui se poursuivra mardi avec un élargissement du mouvement, puisqu'on a compris qu'il y a d'autres corporations qui vont rejoindre ce mouvement. Et l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, l'objectif de cette marche aujourd'hui, c'est pas tant de récupérer ce mouvement que de faire en sorte que les deux mouvements convergent et que finalement les manifestations de contradiction et d'opposition à l'Assemblée nationale rejoignent les manifestations et l'opposition dans la rue. Ça, c'est l'objectif pour Jean-Luc Mélenchon, avec une forme de risque aussi, parce qu'il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on pourra dire peut-être que la France insoumise n'arrive pas à fédérer les luttes. Mais en tout cas, dans les mots qu'il a utilisés cet après-midi, c'était très clair. Il parlait de grande convergence, il parlait même jusqu'à utiliser l'expression du Front populaire. Mais vous me connaissez, Anne, j'ai vu un paradoxe que je soumets à Daniel Simonet. Il évoque Jean-Luc Mélenchon le jour 1. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal alors qu'il tente justement d'agréger le travail, la colère des syndicats, la colère des Français, le rôle des partis politiques? Il dit jour 1, en fait, tout commence aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas stratégiquement un peu dommage alors qu'on voit que ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui dans la mobilisation? Non, parce que c'est vraiment, on est vraiment dans une situation de conjonction historique inédite. Puisque cette grande marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique, qui est un véritable succès, 140 000 personnes. Voilà, ce sont les chiffres de votre parti, on donnera les chiffres aussi. Une mobilisation extrêmement forte qui est venue de toute la France avec beaucoup de citoyens, citoyennes, de syndicalistes, d'associatifs, d'écologistes, d'intellectuels. Il y avait par exemple Annie Arnaud qui était là en tête de cortège. Cette manifestation du peuple, elle signifie quoi? Elle signifie une expression de dire ça suffit. Cette politique de casse sociale qui organise une maltraitance généralisée des Françaises et des Français de nos services publics, on n'en veut plus. Et vous allez avoir dans 2 jours une grève générale dans le pays, une grève très importante, puisque vous avez non seulement les grèves dans les raffineries, mais les menaces de réquisition du gouvernement n'ont absolument pas freiné la colère. Au contraire, elle provoque au contraire une généralisation des grèves. Vous allez avoir la SNCF qui va partir en grève, la RATP, plein d'autres secteurs. Et donc cette convergence d'une mobilisation populaire et syndicale intervient dans un moment précis politique de crise institutionnelle majeure. C'est une occasion de convergence. Pour l'instant, on vérifie. Je reviens vers vous dans un instant. Mais je voudrais l'avis d'Éléonore Carrois. On a beaucoup dit avant cette journée qu'en fait, elle n'intéressait pas trop, elle n'inquiétait pas trop l'exécutif et que ça se jouerait plutôt mardi. Comment vous vivez cette journée qui est plutôt, à part quelques incidents, mais un beau succès en tout cas de mobilisation? Alors, cette journée, elle a été annoncée, si je ne m'abuse, depuis déjà des mois. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé nos travaux cet été, juste après l'élection de la nouvelle Assemblée... Depuis le mois de juillet, par Jean-Luc Mélenchon. Exactement, depuis le mois de juillet, on nous annonce une mobilisation générale, une grande marche, etc. La colère des Français, on la comprend parfaitement et je pense qu'il n'y a pas de monopole de la NUPES, de compréhension de la colère des Français. La colère des Français, elle est là et clairement, les mesures qui ont été prises et ce qu'on a fait tous ensemble à l'Assemblée et dans les institutions dès cet été, c'était un travail pour les Français. Maintenant, moi, ce que je pense qui est en jeu aujourd'hui, surtout lorsqu'on parle de convergence, des crises, de mobilisation générale, de blocage du pays, qui sont quand même des mots très forts, c'est la question du respect de nos institutions. On a quand même eu des élections au suffrage universel où vous avez été élus, chers collègues, et moi aussi, pour justement répondre aux attentes des Français. Donc tous les Français ont eu la possibilité d'aller déposer leur bulletin dans les urnes. Et ils l'ont fait. Et le fait qu'on soit une assemblée aujourd'hui, juste en un mot, une assemblée très diverse, ça le prouve. Et le fait que cette assemblée réussisse à passer des lois et que les différentes oppositions réussissent à passer... Vous parlez de la taxation des dividendes. Je ne sais pas, avec le recours au 49.3, si le gouvernement va garder ces amendements votés. Parce que le recours au 49.3 peut tout à fait mettre à terre l'ensemble de ces mesures prises. On voit bien qu'à travers le recours au 49.3, eh bien, c'est une réquisition en fait de la démocratie parlementaire que ce gouvernement va faire. Un piétinement de la démocratie. Le 49.3, c'est dans la Constitution. Non, mais c'est contradictoire. Alors c'est constitutionnel, mais c'est pour autant pas démocratique. C'est pour ça que nous on veut une 6e République, parce que ces institutions de la 5e donnent un pouvoir exécutif au monarque totalement disproportionné. Oui, c'est un peu contradictoire le 49.3. Moi, si on s'attarde un petit peu sur le 49.3, je trouve ça très malin le côté réquisition
réquisition, parce qu'on sait que ça a fait mal, hein, ce vocabulaire-là, et cette action du priori, gouvernement annoncée. ça a énervé sur le terrain. Surmobiliser les troupes, donc réquisition, c'est pas mal, c'est bien joué en termes de communication. Mais je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce que vous disiez, parce qu'en effet, le souhait des Français, ça a été d'avoir cette assemblée un petit peu qui permet des débats au-delà de ce qui était fait auparavant dans le précédent quinquennat, où on avait un petit peu des décisions qui arrivaient de Jupiter et qui étaient quand même validées par les députés de Macron assez sans véritable débat. C'est un petit peu contradictoire, parce que comme vous l'avez dit, Daniel Simonet, c'est vrai qu'il y a eu quand même un amendement qui a été déposé, et qui a été déposé pas par n'importe qui, sur les superdividendes. L'attaque sur les superdividendes, ça vient du MoDem, donc ça vient de la majorité relative. Ça veut dire qu'au sein même de la majorité relative, ces discussions ont lieu. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, les Français, ils veulent qu'on s'occupe de leur pouvoir d'achat. Oui, les Français, ils veulent plus de justice sociale. Ils veulent aussi de la justice écologique, et c'est probablement par là que ça passera. Et quelque part, vous labellisez un 49.3 qui empêche un petit peu ce type de discussion. Moi, je pense que c'est un petit peu contradictoire. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté opportuniste de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce que d'abord, on passe à une autre séquence, parce que vous êtes quand même resté sur les séquences Quatennens et Bayou, qui ont fait vraiment du mal, et on a vu que la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon en avait pris un coup quand même. Donc là, c'est l'occasion de redorer son blason, et puis de s'agréger à une mobilisation qui est au-delà et qui était un peu inattendue. Je pense que même la CGT s'attendait pas à ça. La réponse de Mme Carrois, après nous retrouverons Anthony Lebos qui est sur le terrain, et nous parlerons conjoncture et situation économique. Mme Carrois, moi je pense qu'avant de parler du 49.3, il faut parler de ce qui a été fait. Il y a un président qui a été élu, un gouvernement qui a été formé, une assemblée qui est ce qu'elle est aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit à très juste titre, des députés qui votent en leur âme et conscience, et parfois contre l'avis de leur groupe et de leur majorité. Donc à mon avis, l'assemblée aujourd'hui, elle marche, et on débat, et vous faites passer des choses, et il y a des choses qui passent. Et la question du 49.3 aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle se pose? Et je pense que c'est très important de le dire aux Français, c'est parce qu'il y a eu un projet, il faut qu'il y ait un budget en France, il faut qu'il y ait un budget qui soit voté avant la fin de l'année, et qu'il y a eu 3000 amendements qui ont été déposés par les oppositions, et qu'avant même de commencer à discuter, en commission, on nous a dit ce budget, comme c'est le vôtre, on ne le votera pas. La réponse de Mme Simonet dans un instant, mais avant cela, Anthony Lebos, priorité évidemment au terrain toute la journée sur BFM TV. Anthony, vous avez suivi et vous continuez de suivre cette mobilisation. Alors, quand on parle de la NUPES, on a vu quelques leaders de la NUPES, mais pas tous aujourd'hui. Effectivement, pas tous. Il y a par exemple Fabien Roussel qui s'est fait remarquer par son absence. Alors il a dit qu'il y avait un banquet d'anciens aujourd'hui ce dimanche, même si effectivement le Parti communiste français avait appelé à manifester à cette marche du 16 octobre après quand même de longues négociations. Mais c'est vrai que par son absence, Fabien Roussel s'est fait remarquer. Autre absent également, et pas des moindres, Yannick Jadot du côté d'Europe Écologie Les Verts. Alors on va un petit peu avancer, Adrien, parce que la police, nous sommes avancés. Yannick Jadot n'est pas non plus ici présent, à contrario par exemple des députés écologistes et NUPES. Mais je vais vous laisser vous mettre tranquillement à l'écart. Aucun souci, évidemment, priorité au direct. Vous avez l'habitude de ce style de situation. Vous vous mettez tranquillement à l'écart. Et on va continuer les échanges sur le plateau avec vous, Julien Pouget. J'écoutais avec attention Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit on est dans une situation très particulière, inédite. Il fait référence au Front populaire. Comment vous, à l'INSEE, vous qualifiez cette situation économique? Est-ce qu'elle est à ce point-là historique? Est-ce qu'elle est à ce point-là dramatique ou prégnante? Alors, du côté des chiffres, l'INSEE a publié vendredi, avant-hier, les chiffres définitifs d'inflation sur le mois de septembre. Donc, avec un glissement annuel des prix, donc l'évolution des prix sur un an à 5,6% en septembre, en légère baisse par rapport au mois d'août, où c'était 5,9%, avec, ce qui est important, une inflation dont la composition est en train de changer. C'est-à-dire que les prix de l'énergie ont reflué, à la faveur notamment des politiques publiques, avec le renforcement de la remise à la pompe. Mais par contre, les prix de l'alimentation continuent de progresser et ils atteignent 10% sur un an. Alors vous faisiez référence à l'histoire, à la profondeur. C'est Jean-Luc Mélenchon qui faisait référence à l'histoire. Moi, je l'ai fait ces phénomènes. Une inflation à 5-6%, effectivement, la dernière fois que nous avons mesuré cela en France, c'était en 1985, il y a 37 ans. Donc, c'est une situation, effectivement, relativement inédite. Dans le même temps, en septembre, les écarts entre les pays européens se sont largement accrus parce que l'inflation, elle dépend de fait en grande partie actuellement des politiques publiques. Au même moment où la France renforçait la remise à la pompe, l'Allemagne réduisait la sienne. Et c'est pour ça que quand le chiffre français est autour de 5-6%, le chiffre allemand est autour de 10% actuellement. Stéphane Siro, vous êtes à distance avec nous et vous nous écoutez, spécialiste des mouvements sociaux. Cette situation économique dont on parle, cette inflation, est-ce que c'est
c'est le point de départ traditionnel, possible, d'un mouvement social d'ampleur? Alors disons d'abord que forcément l'inflation c'est quelque chose qui relance les conflits salariaux et c'est une situation qu'on observe depuis maintenant environ un an, hein, où on voit se développer dans beaucoup d'entreprises, y compris certaines d'entre elles qui n'avaient pas connu de conflit depuis très longtemps. On en voit ressurgir sur cette question des salaires. Après, de là à ce que cette question des salaires débouche sur un mouvement plus généralisé, c'est encore une autre affaire. D'abord parce que forcément les revendications salariales, elles sont dépendantes de la situation des entreprises. Les revendications ne sont pas forcément identiques partout. Et par ailleurs, il faudrait trouver une revendication unifiante dans ce domaine. Et ce qui me paraît possible d'ailleurs. Je pense par exemple, et il me semble que ce matin François Ruffin, interviewé sur une radio ou une télévision, l'évoquait, c'est la revendication de l'échelle mobile des salaires qui a longtemps existé dans notre pays, qui n'existe plus depuis 1982-83 et qui là pour le coup pourrait être une revendication dans laquelle se reconnaîtrait finalement une bonne partie de ceux qui aujourd'hui sont insatisfaits du niveau de leur salaire, parce que tout le monde est concerné par ce type de demande. Mais c'est assez compliqué d'arriver à faire coaguler des luttes au travers de cette question-là. Après, deux questions, je me permets juste vous interrompre. Il y a deux choses qui commencent à ressortir dans les débats. L'idée d'une conférence sur les salaires et l'idée de l'indexation des salaires sur l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la fois possible et ça peut changer la donne? Alors l'indexation des salaires sur l'inflation, oui, ça c'est quelque chose qui en effet à la fois peut changer la donne et comme je le disais, c'est typiquement le type de revendication qui peut unifier des conflits sociaux. Ça, de ce point de vue-là, c'est indéniable. Donc il me semble que cette question de l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est en tout cas pour ceux qui souhaitent soit attiser les conflits sociaux ou qui souhaitent prolonger ces conflits dans les enceintes parlementaires, ça fait partie des sujets qui, à mon avis, sont à mettre en avant et auxquels nos compatriotes seront forcément très sensibles. Merci beaucoup Stéphane Siro. Je reviens vers vous dans un instant et on parlera évidemment du fond et de ses propositions. C'était aujourd'hui Marine Le Pen notamment dans BFM Politique, cette conférence sur les salaires. Avant ça, bonjour Vincent Mantighem. Bonjour. Journaliste police-justice BFM TV évidemment. On voit sur ces images 2000 policiers et gendarmes mobilisés, quelques incidents mais rien de grave pour l'instant. Non, le cortège se déroule absolument convenablement pour le moment. Alors on l'a dit, quelques dégradations à déplorer, notamment une agence de la Société Générale qui a été dégradée lors du cortège et vandalisée. Et puis, 3 autres magasins ou enseignes ont aussi fait l'objet d'attaques, on va dire, d'une partie des manifestants. Il s'agit d'un McDo, d'un magasin Alain Flelou et d'une agence BNP. Mais à chaque fois, ces tentatives ont été déjouées par les forces de l'ordre. On l'a dit, 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'événement. Pour l'instant, à ce stade, ça se passe convenablement. On a vu sur les images, notamment tout à l'heure, un gros mouvement de la part des CRS. Simplement pour l'expliquer, c'est la tête du cortège était en train de stagner à ce moment-là et il fallait les faire avancer pour éviter un embouteillage, éviter un risque de mouvement de foule. C'est la raison pour laquelle ils ont fait avancer un petit peu tout le monde très rapidement. Et on espère évidemment que la situation restera comme ça parce que c'est aussi le jeu démocratique de pouvoir manifester tranquillement dans la rue. Bonjour Célia Yousfredi, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes dans une station-service à Issy-les-Moulineaux parce qu'on rappelle qu'il y a évidemment cette marche aujourd'hui mais qui intervient sur fond de grève dans les 5 sites français de Total, avec les conséquences, la galère pour les automobilistes. Quelle est la situation ce dimanche après-midi? Est-ce qu'on vient faire le plein pour la semaine? Ouais, c'est super compliqué aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde alors qu'il est plus de 17h. Vous pouvez le voir sur les images de François Luce. La queue s'étend quasiment jusqu'au bout de la rue. Ce sont des centaines de voitures que l'on voit défiler depuis ce matin. Il faut dire qu'un camion citerne est arrivé aux alentours de 10h pour réapprovisionner cette station-service en essence. En tout, 18 000 litres d'essence, qui est totalement énorme. Mais ça reste très compliqué pour les automobilistes ici de réussir à faire l'emploi et surtout c'est très très long. Khalid, bonjour, je suis avec vous. Vous attendez, vous m'avez dit depuis 3 heures, expliquez-moi. Oui, du coup je suis arrivé ici, il était 14h, là on est 17h20 et je ne sais pas encore mettre de l'essence. C'est compliqué vous professionnellement? C'est très compliqué en ce moment. Moi, je suis taxi comme professionnel. Je fais le plein 2 fois par semaine.
Donc à chaque fois que je passe à la pompe, je passe entre 2 et 3 heures en attente. Donc c'est trop lent, c'est très lent. Là, c'est votre tour, c'est un peu le Graal. Là, je suis soulagé. Enfin. Enfin, je pouvais travailler un peu. Je vous laisse faire le plein. En tout cas, pour le moment, il reste encore du samplon 98 dans cette station-service, mais plus de samplon 95. Il est parti extrêmement vite. On le rappelle, en Ile-de-France, 39,9% des stations-service sont en difficulté aujourd'hui. Merci beaucoup Célia pour ces précisions dans cette station-service d'ici les Moulineaux. Anne, il nous reste quelques instants avant la pause et évidemment on reprendra à 17h30. La crainte du gouvernement, je posais la question tout à l'heure, c'était plutôt cette journée de mardi. On commence à en savoir plus. À la SNCF, ça pourrait être compliqué avec Sud qui appelle à une grève reconductive. Par contre, à la RATP, pour l'instant, ça devrait être assez calme, notamment pour le métro. Oui, on a aussi les lycéens, on a du transport également, on a un début de mouvement de grève au sein de la formation des centrales nucléaires. Donc effectivement, ça s'annonce assez gérable du côté des transports. On peut quand même avoir des grosses perturbations à la fin, parce que ça peut évoluer aussi, il faut le dire. D'ici mardi, ce sont des premières prévisions, mais en fonction du respect ou de l'agrégation des appels à grève, ça peut évoluer d'ici mardi. Ça sera en tout cas à scruter, oui, c'est sûr, parce qu'en fonction aussi du degré de paralysie du pays, ça générera une réponse de la part de l'exécutif. Et on rappelle que ce soir, normalement, la Première ministre doit s'exprimer dans le cadre d'un 20h. Et un de ses messages principaux, je vais y arriver, ça sera surtout d'essayer de rassurer les Français, ce que nous disent ses proches en tout cas, parce qu'effectivement, la situation, je cite, est complexe et inquiétante. Je vois Daniel Simonet sceptique, je lui poserai justement la question de ce qu'elle attend ce soir. C'est un exercice difficile à rassurer, c'est un des plus difficiles. 17h30, retour en direct sur le plateau de BFM Story Weekend, évidemment, pour vivre cette journée de marche contre la vie chère et l'inaction climatique à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES. 30 000 personnes à l'instant selon la police, 140 000 selon la NUPES. Au-delà de cette bataille de chiffres, le sentiment d'une mobilisation plutôt importante et d'une journée plutôt réussie. Anthony Lebos, avant de retrouver mes invités sur le plateau, vous êtes sur place avec Benjamin Lucas, élu écologiste et qui fait donc partie de cette NUPES. Absolument, avec le député Benjamin Lucas, député écologiste NUPES. Merci de répondre à quelques-unes de vos questions, monsieur le député. Est-ce que vous pensez franchement que cette marche va faire changer d'avis le gouvernement, Elisabeth Borne, quant à l'utilisation d'un probable 49.3 sur le texte du budget ? En tout cas, elle pose un rapport de force. Elle montre qu'il n'est pas possible de nier le débat, de nier la réalité de l'opposition dans ce pays à la politique injuste et brutale d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Quand Jean-Luc Mélenchon décrit un Emmanuel Macron, je le cite, carbonisé. Est-ce que vous reprendriez les mêmes termes et pourquoi, selon vous, est-il carbonisé ? J'ai pas le même vocabulaire que Jean-Luc, il a ses mots, laissons-les lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pouvoir qui est à bout de souffle. On le voit bien, la majorité, elle a craqué dans les débats sur le budget, elle s'est divisée sur un certain nombre de questions évidentes, notamment sur la question des superdividendes et de la taxation. Donc on voit bien, oui, il y a un pouvoir à bout de souffle, d'ailleurs tellement à bout de souffle qu'il va souvent chercher à légitimer Marine Le Pen pour essayer de refaire le match, le duel avec l'extrême droite. Donc c'est sûr que le pouvoir est en fin de course. Oui. Est-ce que la NUPES provoque ou en tout cas essaie de chercher la dissolution, in fine? Non, nous on cherche rien, on cherche à porter honnêtement la voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance. Nous nous sommes unis, nous nous sommes rassemblés parce qu'il y avait un besoin d'incarner une alternative à la politique d'Emmanuel Macron qui ne soit pas l'alternative proposée par l'extrême droite raciste et réactionnaire. Donc nous on est tout simplement en sincérité là pour porter les voix de celles et ceux qui nous ont fait confiance aux élections législatives dans 551 circonscriptions. Mardi, il y aura de nouvelles manifestations, de nouvelles grèves. Est-ce que vous, en tant que mouvement politique, en tant qu'intergroupe NUPES, vous souhaitez capitaliser, ou en tout cas profiter de ce mouvement syndical dans les prochains jours et les prochaines semaines? C'est sûr que cette condensation, elle nous donne de la force. Elle nous donne de la force pour porter à l'Assemblée nationale la voix de multiples colères qui se retrouvent dans une révolte contre la politique injuste et brutale d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Donc c'est vrai qu'on s'appuie évidemment sur cet élan citoyen. Regardez, il y a encore du monde qui défile derrière moi. C'est un grand succès populaire aujourd'hui et le gouvernement ne peut pas passer son 49.3 en niant cette réalité. Et vous ne regrettez pas que Philippe Martinez, le leader de la CGT, n'ait pas appelé à cette marche, disant qu'en fait, au fond, la France Insoumise, ou du moins la NUPES, voulait un peu prendre la place des syndicats sur ce sujet? Non, écoutez, chacun est dans son rôle. Là, on est un dimanche, c'est un jour de mobilisation citoyenne, politique. Il y a des dizaines de représentants syndicaux qui sont là, qui ont appelé à cette mobilisation. Cette unité, elle est réelle. Elle existe aujourd'hui dans la rue, elle existera dans les différents mouvements sociaux qui vont avoir lieu très prochainement dès mardi. Donc il n'y a pas matière à trouver division ici ou là. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous laisse continuer cette marche. Donc marche qui se poursuit, direction maintenant la Bastille pour la fin de cette marche du 16 octobre. Merci beaucoup Anthony Lebos pour ces précisions et cette interview. Daniel Simonet, la suite c'est quoi? Parce qu'on est tous d'accord sur le plateau, quelles que soient les divergences de fond, c'est plutôt une journée réussie.
La suite, c'est quoi? Comment capitaliser après ce jour 1, comme l'a appelé Jean-Luc Mélenchon? Alors la suite, c'est quoi? C'est que vous avez déjà une très grande mobilisation qui va avoir lieu mardi avec des appels à la grève qui se développent dans pas mal de secteurs. La question, c'est où on en est aussi de la crise institutionnelle. Vendredi, à l'Assemblée nationale, on a vraiment le sentiment que dans la soirée, Gabriel Attal, la majorité minoritaire par ailleurs, essayait de faire traîner les débats pour que surtout ne soit pas à l'ordre du jour la question de nos amendements sur le retour de l'impôt sur la fortune. Bon. Et pourquoi ne voulait-il pas qu'on passe au vote sur ces amendements sur l'ISF? Parce qu'il prévoyait, et peut-être prévoit-il encore, le recours au 49.3 lundi à l'ouverture de la séance. Et qu'il ne voulait pas se retrouver avec cette question, évidemment, qui revient à décrire ce que c'est que la Macronie. Emmanuel Macron, c'est le président des riches. C'est le président des riches. Et donc, vous imaginez bien qu'une utilisation du 49.3 juste après un vote où la Macronie aurait été mise en minorité sur l'impôt sur la fortune, ça faisait tâche. Donc là, ce qu'on attend de Mme Borne, c'est qu'elle fasse... Qui parle ce soir. Qu'elle fasse au moins un retour en arrière et qu'elle renonce à ce 49.3. Parce que je le rappelle, la réquisition est une attaque contre la grève qui est vraiment le 49.3 antisocial et le 49.3 est une réquisition contre la démocratie parlementaire totalement inacceptable. On vous a demandé de patienter pour faire passer ce 49.3? Pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il faut rappeler aux Français ce qui est en train de se jouer. Alors pourquoi vous avez fait durer le débat Alors vendredi? on n'a pas du tout fait durer le débat. Moi j'étais là jusqu'à minuit. Mais vous rigolez, les interventions de Gabriel Attal, c'était hallucinant. Pas du tout. À quel point il s'est allé dans le temps. Franchement, je suis désolée, mais c'est un peu gros venant de vous lorsque l'on voit les débats qui passent et toutes les prises de parole de la NUPES et comment certains sujets peuvent prendre plus de temps. Oui, parce qu'on a demandé, regardez, en juillet, on a demandé la hausse des salaires, le blocage des prix, la baisse des loyers, vous avez rejeté en bloc toutes ces possibilités qui étaient de la défense de l'urgence qui ont été acceptées. Le problème, c'est que vous avez du mal avec la démocratie parfois au sein de votre... Vous en avez du mal. Jean-Luc Mélenchon, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès le mois de juillet, c'est plus démocratique. Dès le mois de juillet, lorsqu'il n'a pas été élu Premier ministre comme il l'avait voulu, il appelle à marcher dans Paris, à se révolter. En fait, il y a eu... À juste titre, regardez les gens viennent. À juste titre, ça c'est votre avis. Mais moi, je pense que s'il y a une assemblée avec vous, avec des oppositions qui sont fortes, avec, comme vous l'avez dit, une majorité qui est minoritaire, avec des choses qui passent que le gouvernement voudrait ne pas voir passer, c'est que les institutions sont saines. Et alors, il n'y a pas du tout eu, et c'est très important de le préciser, il n'y a pas du tout eu de manœuvre dilatoire, et surtout, le 49.3, et il faut le rappeler, parce qu'il faut que les Français le sachent, le 49.3, si on y a recours, c'est parce que, dès le début, les oppositions ont dit on ne votera pas, et ont déposé 3000 amendements. En l'occurrence, NUPES, Irassemblée Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu le débat. Au contraire, on essaye de faire en sorte que le débat avance. On a fait 50 heures de débat parlementaire. Moi, j'étais là pendant les 50 heures. Sur quel amendement des oppositions la majorité gouvernementale a dit OK, ça va dans le bon sens, on discute, on est constructif? Mais c'est le président de la commission des finances est un président de votre parti, Éric Coquerel. Madame. Mesdames, je voudrais juste l'analyse d'Émilie Zapalski sur cette situation. J'ai parfois le sentiment qu'à ma droite, on oublie qu'on est minoritaire et à ma gauche, on oublie qu'on n'est pas totalement majoritaire et qu'en l'occurrence, le bon exercice d'une démocratie, c'est de trouver cet équilibre. C'est pour ça que c'est au peuple dans l'Assemblée. Ça s'appelle la démocratie. Comment vous... Je pense que, évidemment, chacun joue son rôle. Il y a d'un côté le gouvernement qui veut en effet qu'il n'y ait pas trop d'amendements qui fâchent et qui montrent aussi la division au sein de la majorité. Donc trop d'amendements avant le 49.3 et trop d'amendements qui pourraient recréer des étiquettes. C'est vrai que le président dirige. Emmanuel Macron avait commencé avec ça pour le premier quinquennat, c'est-à-dire de supprimer l'ISF, et ça lui a collé au visage pendant très très longtemps. Et refaire apparaître cette question-là alors qu'on parle de taxer les super profits, ça serait pas très bien. Donc d'un côté, on a le gouvernement qui essaie de ne pas avoir trop d'amendements qui montrent ça, et de l'autre côté, l'opposition monte au créneau. Et je pense que la NUPES, le fait de développer la manifestation, c'est-à-dire l'opposition, qu'elle soit à l'Assemblée mais aussi dans la rue, c'est assez porteur, parce que ce que Benjamin Lucas d'ailleurs il a parlé de l'extrême droite, et l'extrême droite a une opposition complètement différente à l'heure actuelle qu'avant l'été. C'est-à-dire qu'avant l'été, elle était dans une opposition plutôt constructive, bien habillée, bien sage, à s'abstenir parfois pour laisser passer des lois du gouvernement. On sent que là, le ton n'est pas le même. Et quelque part, il y a deux oppositions qui se disputent la première place d'opposants. On a bien vu Marine Le Pen, on a bien vu Alexandre Loubet face à Bruno Le Maire, donc pas du tout le même positionnement. Voilà. Et il faut dire aussi que Marine Le Pen a vendu le pouvoir d'achat
d'achat comme son premier thème pour l'élection présidentielle. Donc quelque part, la NUPES, avec cette manifestation dans la rue, récupère ce plan-là. Madame Simonnet, j'ai une question pour monsieur Oui, mais en Pouget. termes de communication, en tout cas, c'était leur thème privilégié. Et quelque part, faire la manifestation, ça vous fait revenir dans Émilie, vous évoquiez le cas de Marine Le Pen. Monsieur Pouget, j'ai une question pour vous, parce que Marine Le Pen a été l'invitée de BFM TV ce midi. Elle a proposé une grande conférence sur les salaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a des conséquences? Comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà produit? Est-ce que ça donne des résultats? Une conférence sur les salaires, est-ce que ça a du sens? Alors, la situation, c'est celle d'une inflation essentiellement importée au départ, les prix des matières premières, les prix de l'énergie, qui conduit à une perte globale de pouvoir d'achat au niveau de la nation. Donc, la question, c'est effectivement qui paye, qui prend en charge cette perte? L'État, les entreprises, les ménages. Et donc, il y a cette question de répartition qui doit faire l'objet du débat public. L'INSEE, naturellement, ne fait pas de préconisations sur ces sujets-là. Par contre, on peut regarder avec une loupe ce qui s'est passé en termes de pouvoir d'achat, trimestre après trimestre. Alors, le premier semestre, clairement en berne, avec des prix très dynamiques et des revenus qui l'étaient moins. Un second semestre où le pouvoir d'achat a tendance à rebondir parce qu'un certain nombre de mesures ont été prises, parce que le SMIC évolue de manière plutôt dynamique et les salaires font l'objet de négociations. Si on regarde l'ensemble de l'année, nous, notre prévision, puisque l'année n'est pas encore finie, c'est une perte globale de pouvoir d'achat par personne, par unité de consommation, de l'ordre d'un demi-point, 0,6 points. Ça masque bien sûr des disparités entre les ménages, entre les personnes. Si on prend encore un peu plus de recul, des pertes de pouvoir d'achat annuelles, c'est déjà arrivé, notamment en 2012-2013. Mais à l'époque, ces pertes de pouvoir d'achat étaient d'une nature différente. C'était sous l'effet de revenus particulièrement peu dynamiques, alors que là, les revenus sont quand même relativement dynamiques. Et Eleanor Carrois, et après je viens vers vous, Daniel Simonnet, le temps que Vincent Montighem s'installe tranquillement. Allez-y. Donc juste sur ce point, sur la hausse des salaires, on est tous d'accord, et d'ailleurs le gouvernement ne cesse de demander aux entreprises d'augmenter les salaires. Mais il faut regarder la réalité aujourd'hui des employeurs, et surtout il faut arrêter d'opposer les Français les uns contre les autres, les riches contre les pauvres, les employeurs contre les employés, etc. Un employeur, ça peut aussi être un employeur dans une petite entreprise qui croule déjà sous les charges. Et je pense que tout ce qu'on a voté cet été, et vous étiez là et j'étais là et on a travaillé tout l'été pour que ça passe, c'est de la prime Macron, les incitations, ça permet aussi de moduler pour qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Évidemment qu'on l'entend, la colère des Français. Vous n'avez pas le monopole de la compréhension de la colère des Français. On la comprend, on l'entend et c'est pour ça qu'on travaille et qu'on est député et qu'on est dans les institutions. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des réalités différentes et qu'il faut inciter et non pas imposer. Moi, vous savez, j'étais au Venezuela il y a 2 semaines et la France, c'est pas le Venezuela de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un endroit. Mais c'est comme ça. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu faire référence au Venezuela. Mais oui, mais moi j'y étais il y a 2 semaines et c'est important de raconter ce que c'est que l'économie complètement planifiée. La réponse de Mme Simonnet et après on dit Loitas sur le terrain. En juillet, nous avons, dans la loi pouvoir d'achat, défendu la hausse du SMIC et défendu la conférence des salaires. C'est votre programme. Marine Le Pen a voté contre. Le Rassemblement national a voté contre et la hausse du SMIC et la conférence sur les salaires et le blocage des prix et le gel des loyers. Et c'est pourtant la question urgente. Aujourd'hui, la question urgente qui est posée, c'est la redistribution des richesses. Et quand je vous entends dire, nous le proposons avec l'incitation, on voit sur Total comment ça marche. Total s'est gavé de 18 milliards d'euros de bénéfices qui ont été redistribués aux dividendes. S'il n'y avait pas la mobilisation, Total au début, il y a 15 jours, refusait de discuter salaire avec les salariés. Mais là, ils ont discuté, c'est la mobilisation et la grève dans les raffineries qui va pouvoir faire lâcher Total sur l'augmentation. Et donc le rôle du gouvernement à être là, mais on va inciter les grandes entreprises. On voit bien, les riches ne se sont jamais autant enrichis que sous Emmanuel Macron. Et quand je dis les riches, les super riches. Voilà, vous avez 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes en France. Voilà le problème. Il est celui de la redistribution des richesses, à la fois par la hausse des salaires, à la fois par la justice fiscale. Ce que vous proposez, ça touche tout le monde. Et ce que nous proposons, oui, c'est la taxation des super profits que M. Bruno Le Maire ne comprend pas et qui pourtant est défendu de plus en plus à la fois par les institutions internationales comme le FMI, comme l'ONU, comme la Commission européenne. Elisabeth, est-ce qu'il n'y avait pas une occasion, en tout cas pour la majorité, pour le gouvernement, de saisir ce dossier, effectivement, sur Total, taxation des super profits, pouvoir d'achat, inflation? C'est que le pouvoir d'achat, on a eu de
cesse de le répéter, c'est la préoccupation numéro 1 des Français pendant Déjà, la le pandémie. pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro 1. Il y a l'inflation, comme vous l'avez rappelé, monsieur, et puis il y a les profiteurs de guerre, on va dire, qui sont enrichis. Et ça, même Emmanuel Macron le précisons, monsieur Pouget, pardon. Pour préciser, l'évolution du pouvoir d'achat, c'est l'évolution comparée des revenus et des prix. Et donc l'évolution des prix, c'est l'inflation. Donc c'est intimement lié, la notion d'inflation et celle de pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'on veut l'indexation des salaires sur Juste l'inflation. pour terminer, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui comptent et qui vont dans le sens d'une rediscussion autour des salaires. Il y a beaucoup plus, et on est en post-Covid, il y a eu des changements sur le rapport au travail, on est en pénurie de main-d'œuvre, il y a plein de secteurs d'activité qui n'arrivent plus à recruter et les gens n'hésitent pas à venir et puis à dire ah ben non, ça me suffit pas, je m'en vais. Donc il y a un besoin d'attractivité de la part des employeurs et ça, on s'y collera de toute façon, on s'y collera. Et puis il y a des nouvelles conditions de travail qui sont demandées parce que le Covid, encore une fois, est passé par là et les gens ne veulent plus accepter n'importe quelle condition de travail. Donc quelque part, de toute façon, ce sujet, il est dans l'air du temps, il est dans la tête de la plupart des citoyens et en plus, c'est un sujet sur lequel les employeurs sont obligés d'y aller. Et moi, je vais vous dire, les grandes entreprises, parce qu'elles profitent de la guerre ukrainienne ou d'autres types de contextes comme ça, mais les petites, elles seront obligées. Alors peut-être qu'il faudra les aider, mais elles seront obligées pour essayer, regardez, dans l'hôtellerie, la restauration, elles trouveront pas. Sinon, si elles améliorent pas les conditions Madame de travail, Carrois. c'est un sujet incontournable à l'heure actuelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et de fait, aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on peut négocier son salaire dans certains secteurs parce que justement, il y a une pénurie. Le rapport de force, il n'est pas comme vous voulez le décrire, binaire, manichéen. Aujourd'hui, il y a dans certains patrons qui n'arrivent pas à recruter. Il y a des augmentations qui sont en train d'être obtenues. On est en train de parler de situations privées, d'entreprises. Nous, ce qu'on peut faire en tant que gouvernement, parce qu'encore une fois, et c'est pour ça que je mentionnais le Venezuela, on n'est pas dans une économie planifiée dans laquelle l'État a la main mise sur tout. Ça suffit pas, on le voit. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est inciter. Non, Oui, on incite et il y a des choses qui marchent. Alors on peut. Mais vous aussi, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans une majorité aujourd'hui. Vous êtes plus 17, vous êtes 80 et quelques. Et aujourd'hui, on doit faire ensemble dans les institutions. Et arrêtez de Daniel Simonet en 10 secondes. nos amendements pour l'augmentation des salaires, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes plus aujourd'hui pour que les grandes entreprises qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts, on restaure la justice fiscale. Vous êtes habitués à être dans la minorité. Les PME, vous ne vous en préoccupez pas. Et on s'en préoccupe, madame. N'est sans aucune comparaison avec les très grandes entreprises. Et vous serez les bienvenus pour en reparler très prochainement, puisque l'actualité sociale, la mobilisation va continuer. Ça sera d'ailleurs à vivre mardi sur le terrain. Merci à tous les quatre d'avoir été sur le plateau.